aujourd'hui. Donc, je vous propose aujourd'hui cet atelier autour de la relation clientèle. Comment assurer une relation clientèle tout en fluidité pour développer ses ventes. Alors, je vais surtout m'intéresser dans un premier temps, bien sûr, à la première partie et j'espère que les ventes en découleront dans la seconde. Je vous présente rapidement, je ne suis pas là pour faire de l'autopromotion, mais juste notre agence. On s'appelle donc Retail Factory. On a deux agences, une à Paris où la cofondatrice est basée, et moi je suis basée à Londres. Donc si jamais vous passez par Londres, n'hésitez pas à me faire un signe. On a trois grandes missions, la formation qui est notre académie qui est un de nos piliers fondamentaux, l'inspiration, on fait notamment beaucoup de tours d'inspiration, et les visites mystères et le benchmarking. Donc la relation client, c'est plus ou moins notre expertise principale. Pourquoi je vais vous parler du monde anglo-saxon aujourd'hui et notamment de la relation clientèle là-bas. Je suis parti au Royaume-Uni il y a plus de 10 ans et je vais tout de suite vous donner un cas concret. Il y avait un retour en magasin. Donc avant moi, je travaillais au bon marché. Les retours, c'était toujours assez mal vu. C'était quelque chose qu'on voulait éviter à tout prix. Au Royaume-Uni, déjà en 2012, les retours, c'était pas vraiment un problème. Donc je vois un article qui est retourné. Je travaillais pour une marque française. On avait des targets assez importantes. L'article m'est retourné. Il a clairement été porté. L'article sans la cigarette à plein nez. Et donc forcément, moi, en tant que bon responsable, je refuse de prendre l'article. Ça me semble assez normal. Et là, à ce moment-là, le responsable des ventes de l'étage, le business manager arrive et dit, reporte l'article, se penche dessus, dit « j'ai un rhume, on le reprend, je ne sens rien ». Pourquoi? Parce que bien sûr, si on refuse un retour à un client, le client ne reviendra pas. Donc c'est vraiment assez important de l'accepter et surtout de savoir comment on formule ce retour. Donc je vais juste vous parler pourquoi j'affirme que l'environnement retail est plus compétitif outre-Manche et outre-Atlantique. Deux raisons, sans doute parce que le prix des loyers est plus élevé même dans des zones où, de seconde voire de troisième importance. Dans les villes de deuxième ou troisième tier, aux US, voire même en Angleterre, les loyers restent très élevé, donc la compétitivité est rude dans le secteur. Et aussi, c'est un mode de communication dans ces pays qui est donc beaucoup plus indirect, beaucoup plus parfois même impersonnel, mais c'est dans cette impersonnalité que naît la personnalisation dans l'échange. Et c'est aussi extrêmement important puisque ce style indirect, je vais vous revenir sur la définition rapidement, mais vous devez tous avoir des souvenirs de grammaire à ce sujet-là. Le style indirect, il est aussi important à tous les niveaux de l'interaction, à tout niveau de l'échange, à chaque touchpoint. Et y compris aussi lorsqu'on parle de touchpoints qui peuvent être non relatifs directement à l'échange client, c'est-à-dire le VM, la présentation. Par exemple, quand on fait des visites mystères, on évalue à quoi ressemble le magasin. C'est important, ça fait partie également des touchpoints clés. Donc pour reprendre sur cet exemple, le style indirect, c'est très simple. Vous avez tous fait de la grammaire, j'imagine que vous détestez ça peut-être, ou que vous aimez ça, même quand on apprend une langue étrangère, l'italien, l'anglais, etc., on fait ce qu'on appelle le reported speech. Donc tout ce qui va être style indirect, c'est comment on reporte, on retranscrit les propos de quelqu'un. Donc par exemple, il m'a dit que, etc. Je suis sûr que c'est quelque chose que vous faites tous les jours, mais dans lequel vous n'investissez pas vraiment auprès de vos équipes. Alors que c'est vraiment quelque chose qui est employé tous les jours. Je vais vous donner un exemple que j'entends toujours en magasin, en France, mais pas uniquement, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Quand un vendeur ou un manager ou n'importe qui sur la surface de vente reporte les propos d'un ou d'une cliente, c'est toujours il, elle. Est-ce que vous aimez, vous, en tant que personne, être référé en tant que il ou elle? Qu'est-ce que ça vous fait d'être référé juste en tant que il ou elle? Non. Plutôt dire « my client », si vous connaissez son prénom ou son nom de famille, madame untel, monsieur untel. En Angleterre, c'est très fréquent d'appeler les clients par leur prénom directement. Vous donnez son prénom, Jacques, etc. etc. Et donc, c'est important quand vous retranscrivez les paroles, y compris sur la surface de vente, d'apporter tout de suite des précisions sur l'émetteur et dans le cas ici, sur le récepteur. C'est vraiment important et ça contribue aussi à reformuler de façon positive ce que le client est en train de vous dire, ce qu'il est en train de formuler. Pourquoi c'est aussi important? Justement, je vais insister là-dessus, mais c'est une étape pour moi clé. C'est tout ce qui va être justement les échanges qui sont un peu plus dans la friction en magasin, c'est-à-dire les retours,
enfin les échanges pour commencer, les retours avec remboursement ou bon, etc. Et aussi également, même dans un cas parfois de complainte client. Ce qui est assez intéressant, et je pense que je l'ai vu de plus en plus, par exemple, à New York lors de la NRF dans les magasins, mais aussi, surtout au Royaume-Uni, c'est vraiment d'encourager, ils ont vocation à encourager les retours en magasin, c'est-à-dire les retours d'achat faits en ligne directement en magasin. C'est une marque que je trouve assez intéressante, je ne sais pas si vous les avez vus, ça s'appelle Gymshark. Est-ce que vous les connaissez ? Quelqu'un dans l'audience? Alors vraiment, si vous allez à Londres, je vous invite à aller voir leur flagship sur Regent Street. C'est une marque que personne ne connaissait il n'y a même pas 10 ans. Le fondateur, il s'appelle Ben Francis, il vient du UK. C'est quelqu'un qui a fondé tout from scratch. Il a vendu des pizzas pendant qu'il commençait, le soir, pendant qu'il commençait à créer sa marque, justement pour s'assurer un minimum de survie. Et il a fonctionné grâce au réseau. Et il s'est rendu compte que ce qui était important, bien sûr, pour bien connaître ses clients, c'était d'inciter le maximum de clients à se rendre en magasin. C'est clé. Et donc, du coup, avec sa marque, c'est essentiellement des affaires de sport. C'est assez abordable. On est, par exemple, sur les t-shirts de sport autour de 25 livres, les brassières pour femmes autour de 20 livres. Donc, c'est plutôt très abordable. Et lui, justement, comme il a juste une seule boutique au Royaume-Uni, il encourage le maximum de retours en magasin. Et il a créé cette zone qui s'appelle From URL to IRL, c'est-à-dire donc from le barcode to in real life, c'est-à-dire il veut vraiment connaître ses clients. Et il y a plein de magasins qui le font. Et comme vous voyez ici, c'est pas un magasin entre guillemets, c'est pas une marque connue, c'est une marque que personne ne connaissait. Et pourtant, ils ont cet espace-là. Donc c'est vraiment très important et j'insiste sur ce point. Je vous donne tout de suite un exemple de retranscription de clients. Donc ici, j'ai pris volontairement un exemple en anglais, donc en français, pardon, excusez-moi. Admettons, vous avez une cliente qui vient en magasin, qui souhaite un remboursement sur un article que madame n'a jamais porté. Qu'est-ce qui vous choque ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ou ça vous semble extrêmement bien formulé, il n'y a pas de problème? Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est ça. Je vais encore vous donner un exemple. Quand vous dites sur un article que madame n'a jamais porté, vous vous référez directement à elle. Ça sous-entend quelque chose également que l'article pourrait presque avoir été porté. C'est un petit peu gênant. Il faut toujours mieux en fait parler indirectement et donc parler en soi de l'article. Et là, plus proche que le style indirect, je dirais même sur le style plutôt impersonnel. C'est-à-dire la phrase personnelle, quand vous dites « Madame n'a jamais porté », ici, vous employez une phrase de type personnel. Vous vous référez à un individu. Ici, moi, ce que j'aurais tendance plutôt à encourager, c'est le « il » impersonnel ou le « on » ou en français, vraiment la personnalité, mais voire peut-être même le « il semblerait ». Il semble que l'article n'ait pas été porté. Ou il apparaît que l'article n'ait pas été porté, etc., etc. Comme ça, vous ne mettez pas le client en situation de porte-à-faux, dans une situation indirecte, vous vous inspirez juste de fait que l'article ne semble pas avoir été porté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le cas inverse, si vous pensez que l'article a été porté, c'est beaucoup plus fort de dire il semblerait que l'article ait été porté. Vous n'accusez pas la cliente de l'avoir porté ou le client de l'avoir porté, vous vous référez juste ça de façon impersonnelle, indirecte. Et c'est un paradoxe puisque parfois, avec ce caractère impersonnel, on peut créer une relation plus personnelle. Je vais m'expliquer davantage. Autre point, donc, si je reprends ma logique, je mise sur une formulation plus impersonnelle. Donc toujours la même chose, ma quête souhaite obtenir un remboursement sur un article qui n'aurait jamais été porté. Alors je ne suis pas là pour faire encore plus de sémantique, vous allez voir après je vais vous donner des cas concrets, plus explicites, mais j'insiste sur le quoi c'est important. Ici il y a bien une formulation plus impersonnelle, vous affirmez que l'article n'a pas été porté et pourtant il y a quelque chose qui ne va toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Alors il me faut des fans de grammaire, il me faut des fans de sémantique. Personne? Pourquoi? C'est inconditionnel, donc effectivement passé en plus, donc ça sous-entend une sorte presque de jugement de valeur, etc. Et donc c'est également à éviter. Alors, je suis d'accord, c'est quelque chose en apesanteur, c'est quelque chose qui est un petit peu fin et qui peut être un peu difficile à comprendre, mais c'est vraiment moment important pour mieux comprendre les besoins individuels et surtout éviter au maximum les zones de friction lors de l'échange. Ces zones de friction qui peuvent donc être importantes, donc toujours en fait ajuster le discours, c'est assez subtil, encore une fois, ça repose sur de l'agilité, mais effectivement, quand vous dites ma cliente souhaite obtenir un remboursement sur un article qui n'a jamais été porté, eh bien voilà, vous affirmez que déjà vous ne vous référez pas directement à la cliente, c'est une formule impersonnelle, vous parlez de l'article, vous parlez de l'objet, vous parlez du produit, et aussi du coup vous utilisez un passé composé, donc on n'est pas sur un jugement ou sur quelque chose qui peut être ressenti comme tel.
C'est également très utile cette technique de la formulation plus impersonnelle ou de la formulation moins directe, notamment en termes d'équipe de feedback. Je vais vous donner un exemple. Donc, quand j'étais directeur de boutique, j'avais souvent, enfin, il m'est arrivé d'avoir des idées, bon, qui étaient toutes parfois plus ou moins bonnes, et j'avais souvent ma responsable qui, je pense, quand elle trouvait l'idée mauvaise, qui me disait « Vous croyez ?» Bah alors, en plus de, effectivement, susciter du questionnement, certes, mais on sait très bien que c'est une question rhétorique, ce n'est pas une vraie question, ça vous met dans une situation un petit peu, parfois l'ironie, c'est quelque chose qui peut être un petit peu à manier avec précaution. Et quand on parle de la méthode sandwich, notamment par les Anglais, c'est-à-dire de dire quelque chose de positif, quelque chose de négatif et de re-sugarcoater avec quelque chose de positif, eh ben, c'est hyper important. Parce que quand vous donnez un feedback, vous pouvez tout simplement dire l'idée est comme elle est, l'idée est bonne, l'idée est intéressante, mais nous ne sommes pas prêts, ou ce n'est pas le moment, ou ça ne va pas. C'est toujours beaucoup plus agréable à délivrer en termes de feedback que de donner un feedback parfois trop direct, surtout pour des équipes de vente qui ne vont pas forcément peut-être toujours comprendre ce décalage entre le siège et le terrain. Et je pense que c'est important donc en termes de feedback de recourir parfois à un style moins direct, moins personnel, moins offensif pour justement en fait assurer aussi au sein de l'équipe moins de friction et des rapports beaucoup plus agréables. Mais là où le style impersonnel ou indirect m'intéresse plus particulièrement, c'est notamment dans tout ce qui va être dans l'échange, dans la relation multiculturelle. J'y pense notamment, qui a noté en magasin une recrudescence, on va dire depuis 2022, peut-être 21, fin 21-22, de clients du Golfe. Clients arabes? Personne? Clients américains? Personne? Vous n'avez pas de clients du Golfe du tout dans vos... Si. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que justement, dans tout ce qui va être dans l'échange avec les clients du Moyen-Orient, avec les clients du Golfe, donc cette zone-ci, bon, essentiellement, on va dire tout ce qui va être plutôt pays du Golfe, donc Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite et voire d'autres, mais bon, on va dire que ce sont les trois principaux en termes de vente, si on voit les chiffres fournis par Global Blue. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet échange avec la clientèle du Golfe, si vous vous adressez directement, de façon très directe au client et vous dites I love it, it's beautiful on you, it suits you, etc. Vous vous projetez sur la personne. Et ça, avec les clients du Golfe, ça peut être assez mauvais, notamment si vous avez un homme et une femme qui sont en train de faire du shopping. En général, le mari, si c'est pour une femme, va prendre ça en considération comme si vous vous projetiez sur sa femme, et ça peut créer énormément de friction et d'incompréhension d'un côté comme de l'autre. Donc, par exemple, avec toute cette clientèle, on évite de dire « you ». Par exemple, si vous trouvez que l'article est plus, si vous trouvez que la couleur va mieux, vous pouvez dire the color is the best. This is the best option. This is the best choice. C'est beaucoup plus fort et surtout, justement, encore une fois, quand vous vous projetez sur un client du Golfe, dans leur esprit, ça veut dire, notamment dans le cas, encore une fois, d'un homme et d'une femme qui font du shopping ensemble, surtout si c'est un homme qui s'adresse à eux, ça veut vraiment dire que vous vous intéressez à sa femme. Donc, c'est à éviter à tout prix et c'est surtout vécu presque comme une attaque un petit peu personnelle. La même chose est aussi importante, il faut éviter de vous projeter. Pour les pays du Golfe, si vous dites par exemple « j'adore cette pièce, j'ai envie de me l'acheter moi-même » ou « je l'ai déjà », etc. Encore une fois, si vous êtes une femme et que vous dites ça à un homme, ça veut dire que vous voulez l'article. Ça veut dire que vous voulez un cadeau. Quand on aime, ça sous-entend un cadeau. Alors, par exemple, quand je travaillais chez Harrods, il y avait toute une petite équipe qui était assez forte pour faire ça, justement, et qui était assez gâtée, mais ça a posé problème. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment éviter à tout prix, parce qu'encore une fois, vous vous projetez sur le client, vous projetez vos désirs, et tout ce qui est dans le monde arabe, projeter ses désirs est quelque chose de vu comme soit négatif, ou soit comme un message de « je le veux moi aussi, fais-moi un cadeau ». Et ça, bon, pour l'incarnation, c'est un autre point de détail, mais j'insiste quand même, puisque comme on est au hall beauté, ça peut être intéressant, ne jamais, mais ça je pense que ça marche avec n'importe quel type de client et pas qu'avec les clients du Golfe, ne jamais évoquer la carnation des clients. Même, alors, sauf bien sûr si vous travaillez vraiment dans la beauté à proprement parler, mais par exemple, si je prends un exemple d'une marque qui pourrait faire de la soie, des foulards, évitez de parler de la carnation, de dire que cette couleur va au teint de la cliente, puisque souvent dans les pays du Golfe, la carnation, si vous regardez, les femmes portent deux teintes en dessous de leur fond de teint naturel, c'est un problème. C'est pas quelque chose qui est vu comme quelque chose de positif. Par exemple, je traînais des équipes dans le sud de la France, elles me disaient tous, oh là là, c'est génial, elle est hyper bronzée, ça lui va bien. La référence au bronzage est quelque chose peut-être de très occidental et forcément marche moins avec la clientèle du Moyen-Orient, voire de l'Extrême-Orient.
Donc ça, c'est un point intéressant et c'est un point qui va également marcher avec les clients. Donc pour la partie multiculturelle, c'est aussi intéressant avec les clients américains. Alors eux, ça va être l'inverse. Hein. Ils aiment la projection, ils aiment le I love you, ils aiment les excès, etc. Mais ça va être des clients qui sont assez rompus au code anglo-saxon et donc ils s'attendent à avoir des échanges, des remboursements, à avoir un échange sans friction, à que tout soit, entre guillemets, pas sur un mode accusatif. Et donc du coup, ce que je disais plus tôt, ça peut être aussi assez intéressant avec ce type de clientèle. Donc, j'insiste là-dessus, mais c'est donc encore une fois, je vérifie juste le temps, excusez-moi. Oui, donc l'idée, voilà, c'est de favoriser un échange qui soit plus fluide, à la fois entre les équipes, à la fois pour les équipes, et aussi lorsqu'ils s'adressent donc à différents clients. Ça va là pour moi avec des clients locaux, mais aussi donc avec des clients internationaux. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de limiter ces échanges et ces moments de friction en magasin. Forcément, on est à Maison Objet, donc c'était difficile de ne pas dire un mot sur le VM. Je parlais de touchpoint. Le VM peut aussi retranscrire bien sûr cette fluidité. C'est un moment un petit peu différent et à la fois aussi faciliter l'échange. Il peut agir. Vous m'entendez? Oui, pardon. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais je trouve qu'ils sont vraiment très très forts en termes de VM. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée d'où c'est. Bon, vu comme ça, c'est un peu difficile de voir, pardon. Pardon, le VM, c'est le Visual Merchandising, donc c'est vraiment l'art de disposer, d'agencer les produits sur un point de vente, par exemple. Donc le visual merchandising, c'est vraiment l'art de présenter les produits. Ça peut être sur un stand, ça peut être sur un corner en grand magasin, en boutique, etc. Ici, on est chez Selfridges, donc on ne se croirait pas en Angleterre, je suis d'accord. Ils ont donc repeint tout ce mur. C'était pour une exposition qui était de type méditerranéenne. Vous avez également aussi pas mal de nature en boutique. Donc le VM, ça peut être intéressant, mais par VM, j'entends plus large. Il y a bien sûr le display, il y a les odeurs, le son. Le son, c'est très souvent négligé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est rare que je rentre dans un magasin et que je me dise « Waouh, la playlist, c'est quelque chose ». Moi, je trouve que vraiment le son est quelque chose qui est vraiment oublié en spa aussi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un spa à Londres. Lorsqu'elle fait des extractions, donc quand elle vous enlève, pardonnez-moi l'expression, les points noirs, elle le fait avec une musique beaucoup plus rock. Et après, quand elle vous fait un massage, elle le fait avec une musique beaucoup plus zen. Donc c'est vraiment important. Et peu de fois, je me suis dit même en hôtellerie, waouh, la musique. Et en fait, pourtant, ça participe à l'apaisement. Selfridges, ils sont assez forts, pareil, pour mettre certaines odeurs en magasin. Certaines odeurs, elles sont censées apaiser le client. J'imagine qu'il y a toujours des points d'attente dans les points. Il y a toujours de l'attente en point de vente. Ça arrive, des gens qui ont attendu, qui ont fait la queue, etc. Et donc, ils ont une bougie qui a été créée pour justement apaiser, pour relaxer le client. Il y a des restaurateurs qui l'ont fait aussi, etc. Et donc, c'est cette idée d'offrir toujours un environnement plus bienveillant pour que le client se sente plus à l'aise et limiter les moments de friction. Donc là, je montre juste quelques exemples de VM que je trouve intéressants en termes toujours d'offrir un environnement plus accueillant, comme je disais, et placé sous le signe de la bienveillance. J'imagine que vous en avez tous marre, vous entendez beaucoup parler de bienveillance au sein des équipes, etc. C'est un mot qui est un peu galvaudé, pourtant c'est important. Que les gens se sentent à l'aise, ça participe en partie à assurer le succès des ventes. C'est bon, bien sûr, entre les termes de l'équipe, que l'équipe se sente à l'aise dans le lieu où ils vendent, mais bien sûr que le client se sente également à l'aise. Ça, c'est un lieu que j'ai trouvé très intéressant récemment à Amsterdam, qui s'appelle Atelier Souka. Pareil, si vous y allez, je vous invite à le vérifier. Alors là, j'ai eu une super expérience en termes de VM, d'emplacement de vente. Il faisait beau, il y avait un petit banc dehors, vous pouviez vous asseoir, attendre, etc. En revanche, j'ai eu aucun accueil en boutique, j'ai visité, j'ai eu aucune information, rien. Donc bien sûr, ça ne fait pas tout. Pourtant, ça sentait bon, il y avait une musique agréable, c'était beau. On est bien d'accord. Mais c'est franchement intéressant de aussi considérer vraiment le VM, donc l'art d'agencer les produits en magasin, comme un point de vente, comme un touchpoint important dans la relation client. Et ça, c'est une autre marque que j'ai rajoutée quand j'ai vu l'espace beauté justement ici. Alors, vous ne devez pas, pareil, encore une fois, bien la connaître. C'est une marque qui vient d'Australie, de beauté. Elle s'appelle Rational. Rational, ils sont très très forts pour faire des emplacements ultra zen, ultra blancs. Donc ils sont à Singapour, ils ont ouvert à Melrose aussi aux US. Et donc forcément, la philosophie derrière l'agencement du point de vente, c'est vraiment de mettre à l'aise le client et d'avoir une philosophie ultra lumineuse. Donc la marque s'appelle Rational, R-A-T-I-O-N-A-L-E pour ceux qui prennent des notes. Et c'est une marque vraiment que je trouve intéressante parce qu'ils ont tout fondé leur expérience client sur le fait d'offrir un environnement très blanc, très lumineux, parce que l'idée c'est que la lumière, ça va donner envie de faire rentrer le client. Notamment, il faut se dire que ce point de vente-là, il est à Singapour dans un grand mall. Et c'est beaucoup plus sombre autour. Donc vraiment, il y a un côté d'attirer ici par la clarté. Ils sont très forts aussi en termes de musique et bien sûr en termes d'olfactif.
Un autre point qui m'intéresse aussi énormément sur cette relation client plus en fluidité et qui est clé, c'est la loyauté, la fidélité. J'imagine que vous cherchez tous, bien sûr, à assurer la fidélité des clients, à vous assurer qu'ils reviennent en point de vente, qu'ils visitent le plus souvent possible. Et ça, encore une fois, je trouve que le monde anglo-saxon est assez inspiré. Bon, aussi parce que j'y vis, mais pour le coup, là, je trouve ça vraiment intéressant. Vous êtes tous familiers avec le grand magasin Liberty à Londres ? Non. Alors, si vous y êtes, alors en plus, c'est intéressant pour Maison à Objet parce qu'ils ont toute une partie notamment sur les tissus, hein, le tissu Liberty. Ils ont tout un espace ameublement qui est assez fort, mais ils font aussi de la mode, ils font de la beauté et ils sont notamment très forts pour communiquer avec leur communauté beauté. Ils ont lancé donc. Il y a beaucoup de compétitivité en termes de beauté à Londres. Vous avez tous les grands magasins, donc il y en a quand même 4 qui ont des gros départements beauté. Vous avez après Space NK qui est un peu l'équivalent de... qui a un Sephora un peu moins grand, mais qui est entre Sephora et une parfumerie, une parapharmacie, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, ce qui est très intéressant avec The Beauty Drop, c'est un abonnement qui a été lancé. Donc, c'est une box. Donc, jusqu'ici, rien de nouveau. D'autres l'ont fait. Sauf qu'ici, la box, donc vous payez 20 par mois. Donc, c'est pas très cher, 20 pounds par mois. Et en fait, cet argent va sur ce qu'ils appellent une banque de savings, donc une banque d'épargne pour les clients. Et vous pouvez réutiliser cet argent pour le dépenser en magasin. Donc, l'abonnement coûte virtuellement 0, puisque du coup, vous pouvez le récupérer en bon d'achat. Et ce qui est super sympa, c'est qu'ils vraiment, ils interagissent avec leur communauté. Encore une fois, ils interagissent avec une formule toujours indirecte. Ils appellent leur communauté qui font partie donc, de la Beauty Drop, les Beauty Devotees, donc les fans, les aficionados, vraiment les gens qui aiment la beauté. Donc, c'est comme ça qu'ils se réfèrent à leur communauté. Et ils les interrogent très souvent. Ils leur demandent souvent, qu'est-ce que vous souhaitez voir dans la boîte? Qu'est-ce que vous souhaitez voir comme nouveau service? Là, ils ont lancé les parfums. Ils ont une initiative hyper intéressante. Ils vont présenter les parfums en magasin avec un moule qui est fait sur le nez. Et ils ont demandé à leurs clients s'ils voulaient avoir leur nez moulé sur un rendez-vous pour en fait sélectionner les nez qui feront donc partie de leur communauté de clients. Ils vont donc faire ces moules sur leur communauté de Beauty Devotees. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est comment interagir avec sa communauté, c'est parfois compliqué. Et ici, encore une fois, on est sur un mode semi, on va dire direct. Bien sûr, c'est un mail, mais il est adressé de façon, encore une fois, plus impersonnelle. Mais c'est toujours mieux qu'un madame, monsieur, de trouver un nom efficace et aussi de toujours interroger les clients pour leur demander, encore une fois, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de ressentir et pour toujours, en fait, assurer une relation plus en fluidité lorsqu'ils se rendent dans le magasin. Et un autre point qui me semble hyper intéressant, et on en parle de plus en plus, notamment sur ce point. Alors oui, il y avait un point qui m'intéresse aussi, qui était sur la douceur, que j'ai vu ici sur le commentaire sur le côté. Donc c'est hyper intéressant, effectivement, dans un monde assez compétitif. C'est bien de retrouver donc, de la douceur en magasin, mais aussi que le client se souhaite toujours attendu. J'imagine que vous avez vu que de plus en plus de grands groupes se lançaient dans le secteur de l'hôtellerie, de l'hospitality, investissaient massivement dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les cafés, c'est-à-dire dans le fait d'offrir aux clients une expérience qui ne s'arrête pas juste au moment de l'achat. Une expérience qui va durer peut-être 24 heures lorsque vous dormez dans un lieu qui est griffé par une marque. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un peu la croisée des chemins, mais on s'intéresse beaucoup au lien entre retail et hospitality parce qu'encore une fois, l'idée qu'un client ne va pas juste venir pour une transaction, mais qui va rester dans un lieu, qui va être en quelque part capturé par ce lieu, c'est vraiment intéressant de se dire qu'on va pouvoir en fait développer et avoir une relation clientèle plus en profondeur et plus longue. Et donc, il y a ce partenariat qui a été lancé par Relais Château, qui est un partenariat aussi qui fait partie de leur programme de fidélité, qui s'appelle Always Be Expected, donc être toujours attendu. Et pour moi, en fait, c'est ça qui est clé dans le fait d'avoir une relation client toujours plus en profondeur. C'est vraiment de toujours attendre le client et encore une fois, surtout de le recevoir comme un hôte. Il faut se dire que le client n'est pas juste un client et qu'il est un hôte, qu'on doit l'accueillir comme un hôte. Et c'est dans cette condition-là que les ventes peuvent toujours se faire certainement plus en fluidité. Et ça, c'est une tendance vraiment de fond, je pense, dans le secteur, d'attirer les clients et de les garder le plus longtemps possible. Elle est vraie donc dans le luxe, si je pense par exemple, bien sûr, à LVMH ou d'autres, mais qui ont donc investi, comme je disais, massivement dans l'hôtellerie et dans la restauration, mais pas que, c'est vrai aussi pour les galeries d'art. Si je prends l'exemple de Other & Wirth, je ne sais pas si vous les connaissez, donc c'est des galeristes zurichois, mais ils ont des galeristes dans beaucoup de grandes villes, New York, Los Angeles, ils ont ouvert à Paris, rue François 1er. Eux, ils ont ouvert des lieux où en fait, ils vont attirer
le client. Donc, ils vont l'inviter à déjeuner dans une galerie qui est un petit peu loin. Par exemple, ils ont ouvert une galerie dans les Cotswolds, donc à 2 heures de Londres, et les clients vont s'y rendre. Ils vont avoir un accrochage qui va être fait en fonction de leur goût, et ils vont aussi rester déjeuner. Pourquoi? Parce que si on veut, encore une fois, lancer une relation client avec un jeune, par exemple, collectionneur, ça va être beaucoup mieux de l'attirer dans un lieu où le client va devoir en quelque sorte rester, découvrir, manger, voire même dormir. Et ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement intéressant dans la relation client et qui est aussi développé à l'inverse par les groupes d'hospitality qui eux aussi deviennent de plus en plus de marques et développent de plus en plus de magasins, de branding, de ventes en ligne aussi, des sites en ligne tout simplement. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une interpénétration croissante de plus en plus forte entre le retail et l'hospitality et qui a beaucoup à apprendre parce que justement, ça peut permettre de nourrir une réflexion donc, sur la relation client et comment du coup assurer une relation client de moins en moins frictionnelle, de plus en plus fluide et toujours plus agréable. Si vous êtes intéressé, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, mais on visite beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits. C'est vraiment ce qui nourrit notre réflexion. Donc, on a un compte Instagram. Vous pouvez tout à fait nous suivre, retail.factory. On poste en général assez souvent, assez régulièrement en fonction de nos voyages. Les posts sont faits par nous, c'est-à-dire que toutes les photos sont prises par nous. Donc, si on ne peut pas avoir un lieu ou si un de nos éclaireurs ne peut pas avoir un lieu, on ne le met pas. Donc, c'est vraiment l'idée, voilà, encore une fois, de proposer quelque chose d'authentique. Ça touche plus ou moins à sa fin. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger sur ce sujet. Pas de questions? Oui, je vous en prie. Vous parliez des retours. On les ramène au magasin, ça c'est bon. Moi, je sais faire. La petite chose, c'est que souvent, actuellement, justement, comme vous parliez un petit peu d'argent, que la monnaie est un peu chère, donc souvent, ils demandent des bons qu'on leur rende l'argent et pas de reprendre quelque chose. Comment on peut les impulser pour faire ça? Comment vous, pardon? Comment on peut les impulser à reprendre à prendre le bon d'achat? Oui. Mais est-ce que le client, quelle est votre politique de retour? Est-ce que le client a le choix? Parce qu'il y a des magasins, par exemple, où vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de prendre un bon. Vous ne pouvez pas prendre un remboursement. Non, on laisse le choix, oui. Vous leur laissez le choix. Donc, alors il ne faut pas les leur laisser le choix. D'accord, merci. L'idée, décider. J'aurais tendance à dire que là, c'est plus au niveau des formations caisse, mais par exemple, la personne qui s'occupe de la caisse ou, on va dire, le référent caisse, si vous n'avez pas quelqu'un pour s'occuper de la caisse en permanence qui arrive dans les plus petites équipes, c'est vraiment de leur dire tout de suite, vous souhaitez un bon d'achat? Enfin, ne pas trop faire une question oui-non, c'est-à-dire que le client, pas lui demander comment souhaitez-vous votre remboursement. Parce qu'effectivement, si vous lui demandez comment souhaitez-vous votre remboursement, il va vous demander les options. Alors que si vous dites, je vous fais un bon d'achat, n'est-ce pas? En général, ça peut quand même aider à aiguillonner. Après, j'imagine que si on est en période de fête ou s'il y a une fête qui se profile, vous pouvez tout à fait dire, vous ne souhaitez pas utiliser un bon d'achat pour un prochain événement, Noël, un anniversaire. Ou alors, s'il n'est pas... Bon, ils sont nominatifs, les bons d'achat? Alors, on essaye de soit nominatif. Et puis déterminer dans un temps donné quand même. Parce que s'ils ne sont pas nominatifs, sinon, le dire, est-ce que vous souhaitez l'offrir à quelqu'un d'autre? Oui, d'accord. S'il y a ou quelqu'un de votre famille, vous pouvez limiter ou quelqu'un qui a le même nom de famille. Ça permet peut-être de rassurer et de... Pour moi, ça me semble un peu toujours dire. Je ne sais pas si, par exemple, c'est avant les soldes de dire est-ce que vous souhaitez garder ce bon puisqu'on va avoir bientôt des promotions ou alors il y a des grandes fêtes qui arrivent, la fête des mères, je ne sais pas, ou la Saint-Valentin, plus proche d'actualité. Oui. Ça me semble être une bonne solution. Mais effectivement, encore une fois, puisqu'on est sur l'art de la formulation, on dit toujours dans le retail, oui, il faut poser des questions ouvertes, pas toujours. Je pense qu'une bonne question fermée parfois dans certaines circonstances, ça permet soit de refermer l'entonnoir, dans ce cas-là en plus, et d'éviter justement et de pouvoir encourager le client. Je vais vous donner un exemple qui me semble un peu agressif, mais chez Harrods, pour qu'on force les clients. Pour qu'on encourage les clients à avoir la carte de fidélité, quand on leur posait la question est-ce que vous avez une carte de fidélité? Oui, non. Si le client disait non, on en passait une, on disait maintenant vous en avez une. Bon, c'est très agressif, mais bon, c'est aussi parfois une façon justement d'encourager le client à rejoindre. Bonjour. Dans le cadre de la fluidité de la relation client, on a aussi aujourd'hui beaucoup de questions sur les engagements portés par la marque ou la transparence que l'on peut attendre de la boutique ou de la marque dans laquelle on est. Est-ce que vous avez des exemples inspirants
à nous communiquer sur des bonnes pratiques. De transparence. Oui. Ouais. Alors ça, c'est hyper intéressant. Eux, ils sont pas mal. C'est hyper intéressant votre question parce que, par exemple, donc là, j'étais à New York pour le salon du retail, donc pour la NRF, et donc il y a eu un panel à une soirée où ils ont fait venir donc c'était un panel qui pourtant était entre guillemets, enfin, qui était sous la houlette d'une marque, qui était sous la houlette de Michael Kors, et la personne de Michael Kors a quasiment pas parlé. Elle a fait venir 4 personnes qui étaient dans l'université de sa fille et qui étaient donc des Gen Z pour leur demander quelles étaient bien sûr leurs attentes en termes de transparence, en termes. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un sujet. Et donc quand même, bien sûr, les 4 ont répondu qu'ils avaient besoin, qu'ils étaient fans de vintage, qu'ils aimaient que ce soit sourcé, etc. Je dirais quelque chose de très important. Moi, ce qui m'étonne le plus parfois dans les initiatives de transparence, c'est que vous allez avoir par exemple un mur entier en magasin ou quelque chose avec tout le détail et les vendeurs ne savent rien dessus. Si pour moi, là, vos initiatives, même il vaut mieux avoir une toute petite initiative, mais qui soit hyper bien relayée en magasin, qu'en avoir tout un chapelet que personne ne connaît rien dessus. Ça, pour moi, déjà, ça me semble essentiel. Et on avait fait pour un compétiteur des visites mystères, justement, de marques de beauté, pour voir ce que faisaient les compétiteurs. Et je peux vous dire qu'un des plus mauvais chiffres, c'était sur la sustainability, parce que même quand ils avaient des interventions en magasin, il fallait qu'on pose la question, vraiment qu'on aille gratter pour avoir des réponses. Dans les marques que je trouve intéressantes en termes de sustainability, en termes de... Alors, par exemple, la marque dont je parlais, Space NK, donc Space NK au UK, en termes de beauté, ils ont 2-3 points de vente où ils ont vraiment très bien fait les refillable stations, où elles sont vraiment à l'entrée, où le client peut, y compris, utiliser le produit. Donc, il y a un évier, un peu comme chez Aesop, hein, vous pouvez vous laver les mains, etc. Mais il y a vraiment la refillable station qui est hyper bien faite à l'entrée. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, je pense que Aesop, ils ont un nouveau programme qui va arriver en Europe. Mais donc vous voyez tous, j'imagine que vous avez vu dans les toilettes ou notamment de restaurants assez huppés ou de boutiques, etc. Le fameux gel lavant et la crème. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que ce sont des bouteilles en plastique et qu'elles ne sont toujours pas rechargeables. Là, ils ont lancé le programme de circularité au global avec des bouteilles en verre qui vont être refillables. Donc ça me semble intéressant. Dans les initiatives de grosses marques que j'ai trouvées intéressantes, c'est Zara. Là, ils ont leur nouveau concept. Alors, à Paris, je ne l'ai pas forcément vu. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont ouvert un nouveau flagship sur les Champs-Élysées. À Londres, ils ont ouvert le même esprit de flagship à Battersea Power Station, donc la nouvelle centrale. Et ce qui est hyper bien fait, c'est que quand vous allez donc au niveau des caisses, il y a la zone de réparation. Ils ont un atelier pour la réparation et pour l'upcycling aussi. Et donc, c'est bien fait parce qu'ils ont vraiment un espace où vous avez tout qui est transparent. Vous connaissez les prix pour les types de réparation. Et si jamais le vêtement n'est plus réparable, si jamais ça arrive, vous avez un espace où vous pouvez laisser donner le vêtement. Il va être récupéré. Super programme aussi d'upcycling. Je trouve la marque On. Je ne sais pas si vous voyez les baskets de running, ON. Je suis sûr que vous les avez vus, le logo, on le voit partout. C'est une marque suisse où Roger Federer a notamment mis des parts assez importantes. Ces chaussures de running qui ont une technologie qui s'appelle le CLAD. Donc c'est censé, quand vous courez, la propulsion du sol, la projection est censée être maximisée. Donc vous vous posez comme sur un nuage et après vous rebondissez. Ils ont un programme donc, où vous mettez 30 pounds par mois et tous les 6 mois, ils vous changent vos chaussures de running. On dit que pour quelqu'un qui court énormément, si vous êtes un grand coureur, il faudrait changer même les chaussures tous les 3-4 mois. Donc eux, leur logique, c'est de dire on fait quand même des chaussures de qualité. Si vous êtes un coureur, vous pouvez tout à fait les changer que les 6 mois. Et donc 30 pounds tous les mois. Tous les 6 mois, ils reprennent votre ancienne paire, ils la recyclent ou ils l'upcyclent selon son état et ils vous donnent une nouvelle paire. Donc ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant et c'est hyper bien relayé en boutique. Vous avez un QR code, par exemple, où vous pouvez rejoindre directement. Le QR code, c'est un peu la nouvelle PLV, on va dire, éco-friendly. Vous pouvez la changer comme vous voulez. Puis vous pouvez aussi communiquer davantage sur tout, sur un artiste, sur vos services, sur une exposition en magasin, etc. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais par exemple, à New York, j'ai visité un certain... Golden Goose aussi, je trouve qu'ils ont une bonne initiative. Je ne sais pas si vous voyez avec les machines à laver dans la vitrine. Golden Goose, ils ont ouvert donc, dans le 7e rue des Saints-Pères. Ils ont rénové leur flagship et ils proposent ce flagship aussi. Bon, je pense qu'il est mieux à New York, c'est l'occasion, mais il est quand même pas mal celui de Paris. Et donc là, pareil, on est sur les logiques, notamment sur les baskets, de recycler, upcycler, etc.
Donc ça me semble aussi une bonne initiative. Si je reste dans le sport, il y a eu aussi Nike qui a eu un robot l'année dernière qui s'appelait Bill, qui était un robot où en fait vous pouvez ramener n'importe quelle marque, n'importe quelle paire de Nike en magasin et il voulait nettoyer, il identifiait tous les problèmes de la chaussure, donc la semelle, les lacets, les rivets, etc. Et en fait le robot allait réparer la chaussure et lui donner une seconde vie. Donc ça j'ai trouvé que c'était aussi intéressant et ce qui était bien fait c'est que le robot il était vraiment mis en scène et en avant dans le magasin, donc vous avez à la fois un impact VM et en même temps un impact entre guillemets de retail physique. D'autres questions? De toute façon, je vais rester autour, donc n'hésitez pas à me poser indirectement.